Et si Batman Forever était bien meilleur que sa réputation? Sorti en 1995, le film arrive dans un contexte très particulier après le succès des 2 premiers films réalisés par Tim Burton. Mais Warner Bros va tout de même décider de changer de direction pour les suites. Car jugé trop sombre et trop dérangeant, Batman Returns inquiète le studio et marque un tournant. Tim Burton est écarté, Michael Keaton ne reprend pas son rôle et c'est Joel Schumacher qui va être recruté par la Warner. Et croyez bien que celui-ci, une fois aux commandes, va avoir une vision radicalement différente. Résultat, on obtient un film plus coloré, plus spectaculaire, presque kitsch, et depuis Batman Forever traîne une réputation compliquée, souvent moquée, mise de côté, et parfois même considérée comme le début de la chute. Mais du coup, est-ce que c'est réellement le cas? Parce que derrière ses couleurs flashy, son casting explosif et ses excès apparents, Batman Forever est peut-être bien plus cohérent, plus ambitieux, et plus fidèle à l'univers du personnage qu'on ne veut bien l'admettre. Je vous propose donc de revenir aujourd'hui sur la genèse chaotique de ce projet, en essayant de comprendre les choix artistiques qui ont divisé et surtout se poser une vraie question. Et si Batman Forever était en réalité un très bon film? Mais d'abord, un peu de contexte. Nous sommes en 1992 et Batman Returns sort au cinéma. Le film est un succès, mais un succès qui dérange. Très rapidement, une partie du public et surtout les partenaires commerciaux pointent du doigt un ton jugé beaucoup trop sombre, Tim Burton ayant eu une totale liberté, contrairement à son prédécesseur. Entre le pingouin version Danny DeVito, les thématiques plus adultes et une ambiance gothique encore plus marquée que dans le premier film, Batman Returns tranche radicalement avec l'image plus familiale que Warner Bros souhaite associer à la licence. D'ailleurs, le cas McDonald's est souvent cité. La collaboration autour des produits dérivés crée une polémique, notamment auprès des parents qui jugent le film inadapté aux enfants. Et pour Warner, c'est un signal d'alerte très clair. Parce qu'au-delà de la licence cinématographique, Batman est une véritable machine commerciale. Produits dérivés, jouets partenariats, le potentiel est énorme, mais encore faut-il que le film soit en phase avec ce marché. Et c'est là que tout bascule. Le studio décide alors de réorienter complètement la franchise, l'objectif étant simple, rendre Batman plus accessible, plus spectaculaire et surtout plus compatible avec une exploitation grand public. Alors Tim Burton va quand même rester impliqué, mais cette fois-ci en tant que producteur. Et à la réalisation, Warner fait appel à Joel Schumacher avec une mission très claire, changer le ton. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Batman Forever ne naît pas d'un simple changement de réalisateur, il naît d'un changement de vision. On ne cherche plus à prolonger l'univers de Burton, on cherche à redéfinir ce que doit être Batman au cinéma dans les années 90. Mais ce changement de direction ne s'arrête pas seulement derrière la caméra. Michael Keaton, qui interprétait le personnage depuis 89, refuse de revenir. Pourtant Warner lui propose de reprendre le rôle avec un cachet très important pour l'époque. Mais pour Keaton, le problème n'est pas financier. Le problème, c'est cette nouvelle vision. Avec le départ de Tim Burton et la nouvelle direction prise par le studio, l'acteur ne se retrouve plus dans l'évolution du personnage. Le Batman qu'il a construit sombre, introverti, presque torturé, n'est plus au cœur du projet. Il préfère donc quitter la franchise, un choix fort qui marque définitivement la rupture. Et pour le remplacer, Warner va faire appel à Val Kilmer. Un choix assez différent, là où Keaton proposait un Batman habité, presque inquiétant, Kilmer incarne une version plus froide, plus lisse, parfois même en retrait. Un Bruce Wayne plus introspectif, mais aussi plus effacé face à ce qui va devenir l'élément central du film, ses antagonistes. Et justement, le casting des antagonistes va complètement refléter cette nouvelle direction. Jim Carrey est choisi pour incarner le Sphinx. L'acteur est à ce moment-là en pleine explosion médiatique. Avec Ace Ventura ou encore The Mask, son énergie est partout. Et dans Batman Forever, il ne se retient absolument pas. Son interprétation est excessive, théâtrale, presque cartoonesque. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué pour les pros de la VF, mais cette fois-ci, Emmanuel Curtil ne rempile pas pour doubler Jim Carrey. Une des rares fois où celui-ci n'a pas doublé l'acteur. C'est moi le meilleur, hein? C'est moi le meilleur. Et face à lui, Tommy Lee Jones va incarner Double Face. Un personnage déjà marqué par une dualité forte dans le comics, mais ici poussé vers quelque chose de beaucoup plus extravagant, presque burlesque par moments. C'est d'ailleurs intéressant de noter que Harvey Dent existait déjà dans l'univers de Burton. On l'aperçoit dans le premier Batman de 89, interprété par un autre acteur, Billy Dee Williams, un rôle qui ne sera finalement pas repris ici. Un élément qui démontre une fois de plus la rupture de ce nouveau volet. À leur côté, Nicole Kidman incarne Chase Meridan, une figure qui apporte une dimension à la fois psychologique et sensuelle au récit, tandis que Chris O'Donnell introduit Robin, ajoutant une nouvelle dynamique à celle du duo. Mais au milieu de tous ces changements,
une personne reste tout de même et permet de faire le pont avec le Burtonverse, Alfred. Michael Gove, qui l'incarne, est le seul à rempiler dans cette nouvelle direction. Une continuité discrète mais essentielle qui permet de garder un lien avec les films précédents malgré la transformation globale du projet. Et c'est là que beaucoup de critiques vont émerger. On parle de surjeu, d'excès, de performances trop caricaturales, mais en réalité, ce casting ne fait que suivre la direction du film. Batman Forever ne cherche plus à être un film gothique et introspectif. Il devient un spectacle, une adaptation qui embrasse pleinement le côté comic book avec tout ce que cela implique d'exagération et de flamboyance. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout une erreur, c'est une véritable intention. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la suite avec la direction artistique du film, souvent critiquée, mais en réalité clairement cohérente avec cette nouvelle vision. Et c'est donc là que Batman Forever va devenir intéressant. Parce que oui, Warner Bros fait le choix d'un esthétique totalement différente, mais derrière ce choix, on sent surtout une volonté très claire de Joel Schumacher. Celle de revenir à une certaine forme de Batman plus spectaculaire, plus coloré, presque théâtral, avec un hommage assumé au kitsch de la série des années 60. Un Batman plus pop, plus extravagant, plus iconique, enfin presque. Car ce qui pose problème là-dedans, c'est évidemment le contraste. Le contraste avec la vision de Tim Burton est tellement brutal, tellement radical, qu'il vient brouiller complètement la perception du film. Au point qu'on peut légitimement poser la question, est-ce qu'on est vraiment face à une suite ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt face à une forme de reboot déguisé ? Et ce sentiment est renforcé par tout ce qu'on a évoqué juste avant. Le changement de réalisateur, le départ de Michael Keaton, le nouveau casting, tout semble indiquer une rupture bien plus qu'une continuité. Et pourtant, Joel Schumacher assume ce côté suite sans pour autant trahir sa vision. Car Batman Forever, c'est son Batman. Un Batman qui ne cherche pas à prolonger les récits de Burton, mais à proposer une nouvelle lecture du personnage. Une lecture qui passe avant tout par l'esthétique, par le symbole et par l'exagération. Et c'est précisément pour ça que le film semble parfois ignorer ce qui a été installé auparavant. Mais si ce choix est assumé, la véritable question c'est, est-ce que c'était le bon ? Mais surtout, est-ce que cette vision respecte réellement ce qu'est Batman dans son essence ? Parce qu'au fond, Batman n'a jamais été une seule et unique chose. Et c'est peut-être là que Batman Forever divise autant. Mais alors du coup, c'est quoi exactement un bon Batman ? Si on revient à l'essence du personnage, il y a des éléments fondamentaux qu'on ne peut pas ignorer. D'abord, Batman, c'est le plus grand détective du monde. Donc forcément, il doit y avoir une dimension de thriller, une enquête, une construction presque policière. Et sur ce point, ce Batman remplit clairement le cahier des charges. À travers les énigmes du Sphinx, le film installe une vraie dynamique d'investigation. On n'est pas juste dans l'action ou le spectacle, il y a une logique, un jeu intellectuel, une confrontation d'esprit. Et ensuite, il y a le drame. Parce que Batman, avant d'être un symbole, c'est un traumatisme. C'est la mort de ses parents, c'est une culpabilité qu'il traîne en permanence, et là encore, Batman Forever ne l'oublie pas, au contraire, il l'approfondit avec Dick Grayson. Pour la première fois, Bruce Wayne n'est plus seul face à son trauma, il se retrouve confronté à quelqu'un qui vit exactement la même chose que lui, et en l'accueillant chez lui, en le prenant sous son aile, il devient à son tour responsable. Responsable de ne pas reproduire les mêmes erreurs, et responsable de ne pas laisser quelqu'un sombrer avec lui. Donc si on résume, on a le côté policier, le côté dramatique, autrement dit, les fondations de ce que doit être un bon Batman. Mais du coup, décortiquons un peu le choix de la Warner. Parce que oui, le film vise un public plus large. Donc forcément, il ajoute de la couleur, de l'humour, une certaine légèreté, mais là où Batman Forever est plus intelligent qu'on ne le pense, c'est qu'il ne mélange pas tout. Le côté cartoonesque, le côté excessif, il ne l'applique pas à Batman. Il le réserve aux antagonistes. Et ça change tout. Parce que Batman, lui, reste ancré dans le drame, dans la retenue, dans le sérieux. Ce qui crée justement un contraste très fort avec les antagonistes. Mais parlons-en. À ce moment-là, le choix de Jim Carrey devient totalement évident. Parce que si le film assume une direction plus spectaculaire, plus colorée, plus excessive, alors il lui faut un acteur capable d'incarner ça pleinement. Et Jim Carrey à ce moment-là, c'est exactement ça. Il arrive avec son énergie, son humour, son côté complètement décalé, tout ce qui fait son identité. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de refaire du Ace Ventura ou du The Mask. Il va apporter quelque chose en plus et créer le contraste. D'un côté, Edward Nygma, scientifique brillant, businessman, presque crédible dans son obsession de reconnaissance. Et de l'autre, le Sphinx, une figure totalement débridée, excentrique, presque incontrôlable. Et cette dualité fonctionne, parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le thème central du film, mais c'est aussi justement là qu'il va montrer ses limites. Parce que ce traitement qui fonctionne très bien avec le Sphinx est appliqué de la même manière à Harvey Dent. Et là, ça pose un peu plus de soucis.
Harvey Dent à la base n'est pas un personnage loufoque, c'est un personnage tragique. Un homme détruit, un homme brisé par ce qu'il est devenu. Sa dualité ne devrait pas être un spectacle, elle devrait être une souffrance. Parce que double face, ce n'est pas le chaos pour le simple chaos, comme a pu l'être le Joker ou le Sphinx. C'est un homme qui utilise le hasard, la pièce pour ne pas sombrer complètement, pour garder une forme de contrôle, une illusion d'équilibre dans un esprit qui vacille. Et c'est justement là que Batman Forever passe à côté de son sujet. En traitant Harvey Dent avec le même excès que le Sphinx, le film perd une partie de ce qui fait la force du personnage. Il devient caricatural là où il aurait dû être inquiétant. Parce qu'au fond, Harvey Dent est dangereux, précisément parce qu'il est encore lucide, parce qu'il a encore les pieds sur terre, et c'est peut-être ça la vraie faiblesse du film. Pas sa direction ou son esthétisme, mais l'écriture de ce personnage. Mais malgré ça, le contraste entre Batman et ses antagonistes reste lui parfaitement fonctionnel. Mais un autre élément vient fragiliser l'équilibre du film, et il concerne directement Bruce Wayne. Parce que si Batman lui évolue avec l'arrivée de Robin, avec une nouvelle dynamique, avec même un nouveau costume, Bruce Wayne en revanche semble presque mis de côté. Il devient secondaire, presque spectateur de son histoire. Et ça c'est un vrai problème. Parce que Batman fonctionne justement sur cet équilibre entre les deux entités, entre l'homme et le symbole. Or ici, Bruce Wayne peine à exister. Sa trajectoire est floue, son évolution est limitée, et surtout ses choix manquent parfois de cohérence. Notamment dans sa relation avec Chase Meridian. Cette romance qui aurait pu apporter une vraie dimension psychologique au personnage tombe assez vite à plat. Parce qu'elle repose sur quelque chose de fragile. Chase Meridian n'est pas attirée par Bruce Wayne, elle est juste fascinée par Batman. Mais pourtant, Bruce va jusqu'à envisager de lui révéler son identité. Un choix qui pose question parce que Bruce Wayne n'est pas censé faire ça. Pas pour une relation aussi superficielle, pas aussi rapidement. Et du coup, cette intrigue donne l'impression de forcer une évolution qui n'est pas vraiment construite. Et c'est ça qui donne l'impression que Batman avance quand de son côté, Bruce Wayne fait du surplace. Dans un film centré sur la dualité, c'est forcément un déséquilibre qui se ressent. Mais malgré ses défauts, si on prend un petit peu de recul, il faut tout de même admettre que Batman Forever est un film qui fonctionne. Parce qu'il respecte malgré tout les fondations essentielles du personnage. On y retrouve une dimension d'enquête portée par les énigmes du Sphinx qui inscrit le film dans une logique presque policière. Et en parallèle, le drame reste au cœur du récit. Notamment à travers la relation entre Bruce Wayne et Dick Grayson qui vient raviser ce traumatisme fondateur. Autrement dit, le film ne trahit pas Batman, mais il le réinterprète. Et cette réinterprétation repose sur un équilibre très précis. D'un côté, un Batman ancré dans le sérieux, dans la retenue, dans le poids de son histoire, et de l'autre, des antagonistes volontairement excessifs, presque théâtraux, qui viennent incarner une forme de chaos. Ce contraste est loin d'être une erreur, c'est un outil. Un moyen de matérialiser la dualité qui traverse le film. Alors bien sûr, tout n'est pas parfait. L'écriture de Harvey Dent manque de profondeur, Bruce Wayne peine parfois à exister pleinement, et certaines intentions, notamment dans la romance, restent en surface. Mais ces limites n'effacent pas ce que le film réussit, parce que Batman Forever est un film de transition. Un point d'équilibre fragile entre deux visions opposées, celle de Tim Burton sombre et introspective, et celle d'un blockbuster plus accessible et plus populaire. Et c'est précisément là que le film devient fascinant, parce que son équilibre est extrêmement difficile à maintenir. Et la preuve la plus évidente, c'est bien évidemment sa suite plus que discutable, Batman et Robin. Là où Batman Forever parvenait encore à garder un ancrage sérieux, même au milieu de ses excès, Batman et Robin basculent complètement. Le film abandonne toute retenue, pousse le cartoonesque à l'extrême et perd au passage ce qui permettait encore de prendre Batman au sérieux. Ce qui d'une certaine manière renforce la position de Batman Forever comme un excellent Batman. Il n'est pas l'échec qu'on décrit souvent, il est la tentative. Une tentative imparfaite, oui, mais une tentative sincère de concilier deux visions incompatibles. Et c'est peut-être ça au fond qui explique pourquoi il divise autant. Parce qu'il n'est ni totalement fidèle à l'univers de Burton, mais n'assume pas non plus complètement son côté simple divertissement. Il est entre les deux, et c'est justement dans cet entre-deux que réside toute sa singularité. Batman Forever n'est pas un accident, c'est un équilibre fragile, mais réel. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.